Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présents. C'est Filigrane aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Claire Gallène, qui a écrit son premier roman, mais très très bon, assez redoutable, intitulé Les Riches Heures et publié aux éditions La Brune Le Rouergue. Je ne savais pas trop lequel des deux c'était. Alors, La Brune Le Rouergue. La Brune Le Rouergue, ok. Alors, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots de votre roman pour que ceux qui ne l'ont pas encore lu, entrent en contact avec le sujet sans être trop décontenancés? Alors, c'est un roman qui est assez court. Je le dis pour ceux que la lecture des gros ouvrages pourrait rebuter. En fait, c'est une histoire assez simple sur l'histoire d'un homme qui a fait fortune dans l'immobilier, qui est lui-même issu d'un milieu assez simple et qui est rentré complètement qui est complètement sorti de son milieu social d'origine en devenant un de ces investisseurs qui ont beaucoup profité de la croissance qu'il y a eu avant la crise. Il a vendu énormément d'appartements, il a gagné de plus en plus d'argent, l'argent appelant l'argent, il a mis au point des montages de plus en plus compliqués, de plus en plus illégaux en fait. Et quand la crise survient, évidemment, tout s'écroule. Donc tout ce qu'il avait réussi à obtenir, c'est-à-dire la belle femme, le bel appartement, la belle vie qui va avec, brusquement chancelle. Et quand le roman commence, ils partent tous les deux en vacances dans le sud de la France. Et donc, c'est ce qui va se passer pendant les 3 semaines de leurs vacances sur la Côte d'Azur. Au moment où, en fait, c'est le moment de basculement en fait, de sa vie d'avant à sa nouvelle vie. Alors, je me posais une question parce que votre roman est malheureusement très actuel puisqu'il parle de la crise immobilière, entre autres. Ce n'est qu'un aspect du roman parmi bien d'autres. Et je me demandais si le choix du roman était dicté par votre formation de journaliste ou tout simplement parce qu'en soi, c'est déjà un matériau d'une grande richesse romanesque. Bizarrement, ce qui est à l'origine du roman, il y avait plutôt l'idée de raconter, puisque moi, au départ, avant de devenir journaliste, j'ai fait une école de commerce. Et j'ai rencontré pas mal de ces gens qui étaient de milieux très modestes, qui brusquement faisaient du marketing, devenaient auditeurs financiers et en fait accédaient à un milieu qui n'était pas le leur. Et c'était des gens qui, en fait, pour certains étaient très très à l'aise dans ce nouveau milieu et pour d'autres avaient il y avait une espèce de dissonance, de hiatus entre ceux d'où ils venaient et la vie qu'ils se préparaient, qu'ils étaient en train de se construire. Et donc, la crise, évidemment, c'est un moment de bouleversement. Je dis, mais un de ces garçons, ou une de ces femmes, en l'occurrence un de ces hommes qui serait devenu riche alors qu'avant il ne l'était pas, qu'est-ce qui se passe au moment où la crise survient? Qu'est-ce qui se passe quand brusquement tout ce qu'il a construit s'écroule et quand la dissonance ne peut plus être cachée puisqu'il doit forcément se rendre compte de ses choix et les remettre en question, en fait. Et alors après, l'immobilier, c'était... en France, l'immobilier, ça a été une folie absolue, puisque on a eu des... c'est une passion nationale en France, l'immobilier, je pense en Belgique aussi, mais c'était très facile et très intéressant aussi de raconter comment ces mécanismes que je pouvais connaître assez bien de par ma profession étaient utilisés, détournés, et comment ça fonctionnait en fait. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé extrêmement intéressant dans votre démarche, c'est que, en parlant de la crise financière, plutôt que de choisir comme protagoniste un acheteur infortuné ou une de ses victimes, entre guillemets, type, que la crise a produite, vous avez choisi de donner la parole à ce jeune loup un peu sans scrupules qui est tombé de son piédestal. Et est-ce que ce choix a été dicté par le fait que, oui, vous vouliez montrer que les victimes de la crise étaient plus nombreuses que ce que l'on croit, mais surtout que ce ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attend, que les personnes qui, oui, se sont construites, comme vous le dites, une vie, un avenir, et qui, d'un coup, voient que tout ça explose, elles aussi, quelque part, elles sont victimes de la crise, même si, oui, elles y ont contribué. Il y avait sans doute ça. En même temps, Gaëtan, donc c'est le héros du roman, à un moment, son ancien patron, puisqu'ils étaient deux dans sa société d'investissement, il y avait Christophe, son patron, et lui, qui étaient tous les deux de mèche, lui étant plus ou moins quand même l'éminence grise qui avait toutes les idées que tous les deux mettaient en œuvre, lui dit à un moment, il faut payer. Un jour ou l'autre, il faut payer. Donc il lui parle plutôt de son couple qui commence à battre de l'aile, mais
l'idée, c'était aussi de montrer que ces gens qui se sont enrichis, qui ont profité des failles, des zones grises, à un moment ou à un autre, eh ben, oui, sont aussi victimes de cette crise, mais ils l'ont bien cherché quelque part, sans vouloir être moraliste. C'est quand même, il a créé lui-même sa richesse, il a créé lui-même sa chute, et c'est sa responsabilité. Oui, d'autant plus que ce que vous montrez très bien, c'est que il est à l'origine de tout ça, et qu'en même temps, tout ce qu'il a créé, il va le reperdre. On assiste vraiment à une espèce de phénomène, je dirais, de dépouillement, parce que tout ce qu'il a réussi à construire, eh bien, il va en être privé. Et je me demandais si pour vous, c'était aussi une façon de montrer qu'à un moment, la rédemption de ce personnage viendra du fait qu'il arrive à s'oublier, à ne plus vivre dans le mirage, parce que quand on s'en rend compte, il a été complètement dominé par sa petite amie, qui l'a amené à acheter des choses un petit peu hors de prix. C'est un monde auquel il n'était pas habitué, donc du coup, ça ne lui correspondait pas vraiment, et pourtant il a joué le jeu de ça. Et puis finalement, il est amené à revenir dans le réel, ou plutôt à l'accepter. Alors qu'il me semble qu'il avait complètement perdu ce phénomène et ce rapport à la réalité. Disons qu'il est obligé de se rendre compte que c'est quelque chose qu'il avait choisi lui-même. À un moment, il ne peut plus dire je vis cette vie ultra-bourgeoise et superficielle parce que c'est ma copine qui vit comme ça, et parce qu'elle-même vient d'un milieu bourgeois, donc elle s'attend à ce qu'on sorte le soir, à ce qu'on ait des meubles design, à ce qu'on habite à 120 mètres carrés. Bon. C'est pas beaucoup à Bruxelles, mais à Paris, c'est beaucoup. À un moment, il doit se dire, bah oui, on vit comme ça parce que c'est moi qui l'ai choisi. À un moment, il ne peut plus dire, bon, on est dans des magouilles et dans un scandale financier incroyable, mais c'était pas moi le chef. C'est lui qui avait construit. Donc, plus qu'une rédemption, c'est une acceptation de sa responsabilité sur tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a voulu et tout ce qu'il a perdu ensuite. Parce que peut-être qu'il voulait le perdre aussi d'une certaine façon. Peut-être qu'il a poussé un petit peu trop loin parce qu'il il n'acceptait pas non plus cette vie qui n'était pas tout à fait la sienne, qui n'est en tout cas pas la vie à laquelle il aurait dû être préparé. À un moment, dans le roman, il rencontre... Enfin, s'il n'avait pas vécu cette vie, il serait sans doute devenu comme son père, qui était un ouvrier automobile. Donc il aurait peut-être eu... 3 ou 4 ou 5 enfants, comme le voisin qu'il rencontre, qui est 4, bientôt 5, et bon, qui s'entasse dans un 3 pièces, qui est un homme simple, mais de bon sens, et qui est un homme qui a des valeurs, le type qui dit, bon, bah, moi, quand je vois quelqu'un qui se bat dans la rue, si je vois une petite vieille qui se fait dépouiller, j'interviens, et puis basta. Et ça aurait pu être lui, ce type, sauf que c'est pas la voie qu'il a choisie. Et il faut qu'il l'accepte à un moment ou à un autre. Effectivement, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans le roman, c'est toute l'apparition des si. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de leitmotiv, à savoir si je n'avais pas joué ce jeu dangereux, si je n'avais pas pris cette route, puisqu'à un moment il va être confronté à un accident et ça va vraiment beaucoup le marquer, si j'étais venue en aide à cette fillette, je cite, cela n'aurait pour ainsi dire pas eu lieu. Et du coup, je me demandais si, au final, au lieu de vivre dans un mirage, eh bien voilà, il est confronté à la faiblesse et à la responsabilité de ce qu'il a entraîné. Ben, disons que ce sont ces choix qui l'amènent là, et finalement, en effet, bon, ce qui va l'amener à sa prise de responsabilité, c'est à se rendre compte que quelque chose ne va pas, c'est un accident, parce qu'ils partent tous les deux dans leur vieille Astra toute pourrie dans le sud de la France, en évitant les autoroutes, parce qu'ils n'ont plus du tout d'argent. Après avoir gagné des milliers et des cents, ils se retrouvent à devoir rembourser tellement d'argent à ces différents créanciers que il n'y a plus rien dans les caisses, donc ils en sont au point qu'il faut même économiser sur le péage pour partir en vacances. Et sur une route de montagne, je suis en train de raconter tout le livre, sur une route de montagne, il y a un accident et il voit quelque chose qu'il ne devrait pas voir, enfin plutôt il ne fait pas quelque chose qu'il devrait faire, et c'est ça qui va le hanter. C'est juste un détail, peut-être qu'il a rêvé qu'on l'appelait, peut-être qu'il a mal vu, peut-être qu'il a très bien vu au contraire. Et ça, c'est le souvenir qui va le poursuivre de plus en plus. Au début, il n'y pense pas, et puis ça revient, et puis il ne pense plus qu'à ça, et il se dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu ça? Est-ce que j'ai vraiment fait? Est-ce que j'ai vraiment refusé? Est-ce que c'est pas dans la lignée de tout ce que j'ai fait avant, de tous les lâchetés que j'ai eu
j'ai faites avant, est-ce que je l'ai fait, est-ce que ça existe vraiment? Et donc c'est pour ça qu'il va essayer de remonter le fil de cet accident et de remonter tout le fil de sa vie sur les riches heures qui sont celles de l'immobilier, mais qui ont été aussi ses riches heures, ce qu'il prenait pour des riches heures, mais qui était en fait son ascension faussée. Et voilà, et donc ils sont tous les deux dans cet appartement, et l'histoire qui est l'histoire de la chute, sa chute à lui, mais aussi la chute de son couple, c'est aussi oui, c'est ça, c'est le résultat de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, et quand il se rend compte en fait de tout ça, quoi. Après avoir fermé les yeux pendant des années, avoir réussi, tout simplement. Au début, le livre, enfin, dans les nombreux titres que j'aurais voulu avoir pour ce livre, j'aurais bien voulu que ça s'appelle « Réussir ». Et puis finalement, on s'est dit que non avec l'éditrice. Mais je trouve que « Réussir », ça aurait été pas mal. Oui. Enfin, vous dites qu'il s'agit d'un détail, mais moi, l'épisode avec cette jeune fille, il m'a vraiment marqué aussi parce que j'avais l'impression que quelque part, elle était emblématique de ce qu'il était en train de vivre. Elle est rescapée d'un accident, comme l'humain, mais un petit peu, plus ou moins, il a échappé à une énorme catastrophe, puisque l'épée de Damoclès n'est pas encore vraiment tombée sur la tête. En même temps, il reste vraiment choqué et stupéfait, comme elle, de ce qu'il vient de vivre. Sa vie, elle aussi, a pris une embardée. Et je me demandais si, oui, effectivement, elle n'était pas comme une image de lui-même, comme un reflet, et que c'est pour ça aussi que ça le hante autant. Parce qu'il se voit dans cette jeune fille, et que ça le force, du coup, à voir ce qu'il est devenu, quelque part. Disons que c'est une personne qui sera un révélateur, puisque à la fin, quand il la retrouve, il lui demande à plusieurs reprises mais est-ce que tu sais qui je suis, puisque est-ce que tu te souviens de moi, parce que tu as fait un geste vers moi, tu voulais que je m'arrête, est-ce que tu te souviens, tu sais qui je suis, et c'est plus que est-ce que tu te souviens de moi. Et c'est vraiment cette petite fille, cette adolescente, c'est le révélateur de ce qu'il est. C'est peut-être pas, moi je dirais pas un double parce qu'elle lui ressemble pas. Et puis en plus, il se rend compte en allant les voir ensuite qu'elle vient d'une de ces familles qu'il déteste sans doute, à qui il a vendu des appartements défiscalisés avec son bagou, en arrivant dans sa grosse Audi et en leur vendant sur plan avec des montages faramineux, des choses auxquelles il ne savait pas dire non parce que l'appât du gain était en fait trop fort. Mais malgré tout, c'est elle qui va lui révéler ou qui va l'aider à comprendre qui il est vraiment, même si après ça ne débouche pas forcément sur quelque chose de très rédempteur pour lui. Mais disons que c'est un détail en sens où c'est un accident. C'est un accident de parcours, c'est un accident sur la route, mais c'est un accident qui fait basculer en fait le cours des vacances et le cours de son histoire à lui en fait. Enfin, moi, ce qui me semblait aussi, c'est que il y a comme deux figures féminines qui polarisent le roman. D'un côté, il y a Anna, qui est la femme, entre guillemets, de sa vie. Elle ne va pas le rester très longtemps, dont on a l'impression qu'elle est un peu l'instrument de sa perte. Et puis de l'autre côté, il y a cette fillette à qui, en plus, il n'est pas donné de nom, et qui est comme l'investigateur de sa renaissance. Est-ce que le fait d'être confronté, un peu comme Lévinas le disait, à un visage absolu de détresse, de faiblesse, ça va le pousser dans ses retranchements? Quand il voit la fillette sur la route, au début, il en parle comme d'un fantôme, en fait. Il en parle comme de quelqu'un qui n'existe pas vraiment, qui est plus du domaine du spectre que du domaine de... C'est à peine un être vivant pour lui. C'est plus une apparition, une espèce de quelque chose venu à la fois du passé et d'un présent dont il ne veut pas. Et c'est une... Bon, peut-être pas une figure de l'enfance, c'est pas l'enfance pure, mais c'est quelqu'un qui n'a rien fait et qui malgré tout se retrouve pris dans son histoire. Anna, c'est quelqu'un qui l'a choisi, enfin on ne sait pas trop qui a choisi l'autre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas un hasard s'il se retrouve avec elle, puisque c'est la femme qui lui apprend quels sont les designers à la mode, c'est la femme qui lui apprend dans quelle boîte sortir le soir, c'est la femme qui lui montre qu'on peut sortir, qu'il faut partir dans telle station de ski à la mode. Enfin, pour elle, il ne faut pas. Pour elle, c'est juste naturel. Et lui apprend sur le tas en allant compulser des livres sur des choses qu'il ne comprend pas, ou juste, il apprend. Et Anna, c'est la femme qu'il voulait, c'est la femme qu'il a eue. Mais
à un moment, quand ils n'ont plus... Enfin, elle le voulait aussi parce qu'il avait la réussite, il avait l'argent, c'était un homme brillant, mais au moment où la crise frappe, au moment où il est poursuivi par la justice ou peut-être menacé par la justice, elle reste loyale, mais on se doute que ça ne va pas forcément durer très très longtemps. Et donc, quand les vacances commencent, elle lui dit je te préviens, ça commence mal. Et ensuite, ce sera une espèce de délitement progressif de leur couple, puisqu'ils vont partir au même endroit, mais en fait ne pas vivre vraiment les mêmes vacances, puisque lui se met à ressasser à la fois l'accident et puis ce qu'il a fait avant. Il se met à repenser à l'arnaque immobilière, comment il a rencontré Christophe, qui était son ancien patron, comment est-ce qu'ils ont monté le premier financement, comment est-ce qu'ils sont passés à la vitesse supérieure, il pense à leur installation. En fait, il repense à tout ce qui a été les riches heures, ces riches heures à lui, la rencontre avec les parents d'Anna, et qui appartient définitivement au passé désormais. Et elle, pendant ce temps-là, elle vit sa vie sur la plage parce qu'ils sont au Lavandou, il fait beau, elle a rencontré des copains de Paris, et puis on ne sait pas trop ce qu'elle fait. En fait, lui, il ne sait pas ce qu'elle fait, il ne veut pas trop le savoir jusqu'au moment où il ne peut plus non plus se voiler la face sur le fait qu'elle est toute seule à la plage, toutes ses journées, elle sort le soir jusqu'à pas d'heure, et qu'il y a sans doute anguille sous roche. Et voilà, il y a un moment, il doit se confronter à cette réalité aussi. Ce qui m'a vraiment marqué dans le roman, c'est à quel point, justement, au cours de ce voyage au Lavandou, on a l'impression que le climat commence à devenir une espèce de composante de l'équation. C'est-à-dire qu'il est aussi une espèce de facteur de séparation entre eux. Elle, comme vous le dites, elle est à la plage, elle en profite, elle recherche le contact de la chaleur. Lui, il est un peu calfeutré à l'intérieur, il ressasse. Est-ce que vous pensez que, justement, aussi à la fin, il y a une espèce d'orage qui éclate, et là, on sent que, voilà, tout est consumé. Cette fois, c'est terminé, l'ardoise est effacée, et on peut passer à autre chose. Est-ce que cette volonté de mettre une chaleur omniprésente, écrasante, ça participait aussi à l'évolution des choses ? Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais moi, je trouve ça toujours très intéressant quand le paysage ou le climat sont une partie du roman. Il y a un auteur américain qui fait ça très bien, qui s'appelle Laura Kassish, qui, je trouve que ce qu'elle écrit, c'est absolument extraordinaire. Et ce qu'elle écrit, c'est d'une grande sensualité, c'est d'une grande, enfin, peut-être pas poésie, mais le temps, le soleil, le vent, c'est un personnage à part entière dans ses romans. Et donc c'est vrai que dans le livre, il fait de plus en plus chaud. Au début, je l'avais placé en 2009, qui était un été où il avait fait très chaud. Et voilà, donc il fait de plus en plus chaud, il fait de plus en plus chaud. Et puis c'est vrai qu'à la fin, il y a cet orage qui éclate. Mais oui, clairement, la chaleur dans Marseille, la chaleur sur la plage, la chaleur qui empêche de dormir, c'est quelque chose que je voulais intégrer au livre. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça interfère avec l'histoire ou ça la renforce. Si vous dites que ça la renforce, tant mieux. Oui, il y a vraiment une espèce de connexion qui se fait. Et aussi avec la temporalité, en fait. Parce qu'il y a comme deux temporalités dans le roman. D'un côté, le passé, auquel Gaëtan et Anna n'arrêtent pas de faire référence avec la nostalgie de ce qu'ils ont perdu, évidemment. Et puis de l'autre côté, le futur, mais dont l'absence de perspective, en vérité, leur fait peur. Et du coup, j'avais l'impression que le roman se déployait un petit peu dans une espèce de non-temps, comme une parenthèse oppressante qui, en fait, cette incapacité à vivre au présent qui les asphyxie, enfin en tout cas qui asphyxie Gaëtan, puisqu'elle profite très bien de tout le reste. Lui, en tout cas, ça c'est sûr. Lui, il attend le moment où le téléphone va sonner et entendre la voix du procureur ou de la police lui disant on sait que c'est vous, en fait. Et donc, chaque minute qui passe, en fait, est une minute de gagner sur le moment où il sera confronté ou pas au juge. Mais chaque minute est une espèce d'angoisse, donc il veut rester dans un présent où il est encore libre. En même temps, c'est une illusion, parce que peut-être qu'il ne se fera jamais prendre par la justice, peut-être que la police, finalement, le laissera libre, peut-être qu'on ne retrouvera pas sa trace. Et lui sait ce qu'il a fait. Donc finalement, il croit échapper au jugement, il croit échapper à un jugement, mais il n'échappe pas à son propre jugement. Mais c'est vrai qu'il essaye de rester dans ce présent, se disant... tant que je tombe, je ne suis pas tombée, quoi.
Et voilà, tandis que Anna, sa compagne, elle, elle se sent revivre. Elle est en vacances. Elle recommence à s'amuser après une année passée dans un deux pièces un petit peu brinque-ballant en banlieue parisienne. Et pour elle, c'est la vie qui reprend. Donc oui, c'est sûr qu'ils prennent deux chemins complètement différents et le rythme est différent. Lui n'attend pas grand-chose et elle attend le soir pour sortir et pour vivre, pour se sentir exister, pour recommencer à voir des gens, à être vivante en fait. Alors que lui est lui est figé. En parlant du jugement, vous dites qu'il n'échappe pas à son propre jugement. Il y a une phrase qui me semble vraiment être une phrase clé, qui est celle-ci. « Ça allait trop vite, j'ai regardé devant moi, j'ai accéléré dans la nuit. » Donc ça, c'est au moment où il rencontre cette jeune fille qui est rescapée de l'accident. Et ça me semblait tout à fait paradigmatique de sa position, qui est celle d'un homme qui a envie d'être quelqu'un de bien, mais qui est tellement pris dans le flux des événements, sans prendre le temps de réfléchir aux actes qu'il produit, que finalement, il en est empêché. Lui, il aurait voulu être quelqu'un de bien, ça c'est sûr. Et son père lui a toujours dit qu'il était quelqu'un de bien. À un moment, il se promène près d'une fête foraine encore fermée, et il se souvient que son père lui avait dit « Tu sais, tu peux faire n'importe quoi, tu as été malade sur les manèges, mais on s'en fiche, tu peux te vomir dessus, moi je sais que tu es quelqu'un de bien, et que tu resteras quelqu'un de bien. » Et ça, c'est quelque chose qu'il a toujours gardé avec lui, en se disant « Oui, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. » Et puis en fait, il ne s'est pas rendu compte que tout ce qu'il faisait, il était plus cette personne bien qu'il imaginait. Mais peut-être qu'il est quand même quelqu'un de bien. Peut-être que malgré tout, il s'est éloigné de lui. Lui-même, il a fait des choses pas bien à son corps plus ou moins défendant, mais peut-être qu'il avait cette contradiction entre ce qu'il faisait, ce que son ambition le poussait à faire, et ce qu'il espérait pouvoir faire. C'est toute l'ambiguïté du personnage, en fait, qui aurait voulu être quelqu'un de bien et qui espère l'être toujours et qui finalement ne l'est pas et s'en rend compte. Effectivement, il y a une contradiction et du coup, vous sentez une tension tout au long du roman. Il y a une espèce de violence latente, une oppression qui va crescendo. Et je trouve que la première phrase à ce niveau-là est juste parfaite. On juge souvent un livre à son incipit et le vôtre est complètement fabuleux. Je cite la première phrase. La veille de notre départ en vacances, la voisine du deuxième est venue me trouver pour que je l'aide à noyer ses chats. Alors, je me demandais si cette entrée en la matière assez insolite, c'était aussi pour annoncer au lecteur ce qu'il allait lire par la suite. C'est-à-dire, voilà, vous êtes dans un texte où, clairement, les gens vont avoir à se salir les mains. Qu'il accepte ou pas la proposition n'a pas d'importance. On est venu le trouver, lui, et cette violence qui est initiée dès le début, eh ben, elle va affleurer de plus en plus au cours du texte. Alors, la personne qui vient lui demander de noyer ses chats, c'est une vieille voisine qui habite au 2e, lui, il habite au 7e. Bon, il l'a croisée de temps en temps, il y a des dizaines d'appartements dans cet immeuble, et quand on lui demande de noyer des chats, elle lui dit mais non, moi je ne noie pas des chats, je ne suis pas le genre de personne qui noie des chats. Et puis, en fermant la porte, il se dit mais je me suis demandé pourquoi elle était venue me choisir moi. Et en fait, ce n'est pas un hasard qu'elle soit venue le choisir lui. Même si au début, il n'est pas capable de noyer des chats, c'est pas, à la fin, il y repensera. À la fin, c'est une scène qui lui reviendra quand il commence à lâcher prise, à se dire que tout se mélange et que brusquement, là, il repensera à la voisine qui lui avait demandé de noyer ses chats. Et au début, il ne peut pas noyer des chats et à la fin, il peut faire bien pire. On ne vous en dira pas plus. Non, vous avez beaucoup dit. Non, pas encore. Et il y a encore un dernier élément qui me semblait vraiment intéressant, c'est qu'on l'a dit, ce garçon, il a réussi. C'est exactement ça. Il gagne plus en un mois que ce que son père ne récolte en un an. Et finalement, à un certain moment, il est obligé d'aller chez ses parents pour leur demander des sous, pour leur demander la voiture. Anna est obligée de faire la même chose de son côté. Est-ce que vous vouliez aussi rendre compte quelque part de cette espèce de syndrome de Tanguy qui est devenu complètement symptomatique de la modernité aujourd'hui? C'est plutôt le fait que c'est plutôt une abdication pour lui, puisque bon, il a roulé dans une très belle voiture, il a eu un très bel appartement, bon,
Et puis il se retrouve à venir mendier quelque chose à ses parents, avec qui il n'a plus beaucoup de contacts, puisqu'il n'a plus le numéro de téléphone de ses frères, par exemple. Et il se retrouve à conduire une vieille voiture qu'il faisait vraiment sourire en coin quelques mois auparavant. Et il se rend compte que ça le faisait rire, mais il ne vaut pas plus que ça, finalement. Et que, voilà, c'est d'où il vient, et il y retourne, et encore, il faut qu'il s'estime heureux d'avoir ça. Et plus qu'un syndrome de Tanguy, parce qu'il ne reste pas chez ses parents, il n'a pas envie d'avoir des... Enfin, à un moment, les deux parents se rencontrent, les deux familles, et puis il a un petit peu honte quand même de ses parents. Donc cette vie qu'il a voulu fuir, il est obligé d'y replonger, mais il n'a pas envie d'être ses parents, il n'a pas envie de retourner chez eux. Donc, mais il était tombé tellement bas qu'il est obligé de demander l'aide des gens à qui il a voulu échapper, en fait, ça c'est sûr. Pour terminer, parce que là on a parlé de plein de choses, mais effectivement le sujet principal du livre, c'est vraiment le délitement de ce couple qui petit à petit s'effiloche. Et j'avais l'impression que voilà, c'est une espèce de chronique annoncée de la mort d'un couple, mais c'est aussi celle d'une difficulté du désir. Alors que justement, ils sont dans les conditions idéales, il fait chaud, c'est censé être les vacances, et finalement, ça reste toujours au point mort. Ça reste au point mort parce que c'était peut-être que c'était déjà un petit peu mort avant aussi. Et elle est toujours l'objet de son désir à lui, mais la vérité, l'inverse n'est peut-être plus tout à fait vrai. Elle reste avec lui parce qu'elle est loyale, parce qu'elle a choisi ce garçon qui était brillant, parce qu'à 18 ans, elle était un petit peu révoltée contre son milieu, donc choisir quelqu'un qui ne venait pas du même milieu, ça avait un côté un peu exotique, et puis il était riche, il était pas mal, il était plutôt intelligent, donc il lui offrait tout ce dont elle pouvait rêver, avec en plus la petite touche d'exotisme qui faisait la différence. Mais maintenant qu'il n'est plus rien, maintenant qu'il n'est pas capable de lui assurer ce dont elle rêvait, puis ce qu'elle veut, ce à quoi elle est habituée, elle n'a plus envie de lui. Et s'ils pouvaient entretenir une illusion pendant des mois où ils étaient en fait dans un entre-deux, ou se disant ça va s'arranger, on va retrouver du travail, là, brusquement, la vérité éclate, qui est que elle en a fini avec lui. Et lui n'est plus en état de désirer en fait quoi que ce soit finalement. Il est juste, il est en deçà même du désir. Il est au niveau du questionnement individuel. Il n'est pas capable de relancer la machine, ça c'est sûr. Et donc ça commence, ils partent tous les deux, ils se parlent encore. Ensuite, oui, c'est une espèce de descente progressive qui n'est pas très très gaie et qui se finira. Le seul moyen qu'ils ont de se retrouver, en fait, c'est quand lui perd les pédales finalement. Vraiment, je dis juste ça avant de vous laisser la parole. Comme ça, on a eu l'impression que c'était un livre dur ou implacable, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment complexe, c'est habile, c'est intelligent, c'est bien construit. Il y a une très jolie écriture à l'œuvre derrière. Donc, pour un premier roman, je trouve que c'est juste une véritable réussite pour revenir au titre que vous auriez espéré lui donner. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, je vous le conseille très vivement. Et je ne suis pas la seule à le dire. On est plein de collègues à penser pareil. J'ai lu des super bons articles dans Le Monde, dans plein de choses. Donc, je pense que c'est très bien parti et je l'espère en tout cas. Je vous rappelle que c'est donc Claire Galen pour Les Riches Heures, publié aux éditions La Brune Rouergue. Et si vous désirez faire dédicacer vos exemplaires, eh bien, elle est avec nous jusqu'à 20h, a priori. Donc, profitez-en, elle est charmante. Donc, allez-y. Merci.